Allô? Oui, docteur, نسمع فيك. Je m'excuse pour l'interruption suite à un problème technique. Est-ce qu'on continue ou qu'est-ce que vous proposez? On reprend un autre jour ou on reprend des devis? Qu'est-ce que vous pensez? On continue, monsieur. On continue. On continue. Donc, on reprend les manifestations cliniques. Donc, j'ai dit que le tableau clinique est très variable pour le mois avec des manifestations cliniques. Ces manifestations peuvent être typiques. Dans ce cas, on peut retenir le diagnostic sans nécessité de faire un examen complémentaire, sauf dans certaines conditions, ou bien des manifestations atypiques qui obligent généralement la réalisation d'un examen complémentaire. Et on a dit que la stratégie diagnostique dépend de trois critères: le terrain, la présentation clinique typique ou atypique et la présence ou non de signes de gravité ou de signes d'alarme. Donc, sur le plan manifestation clinique, on a typiquement deux tableaux. Des manifestations typiques, dans ce cas, on peut retenir le diagnostic sans recours à d'autres examens complémentaires, ou bien des manifestations atypiques. Dans ce cas, il faut obligatoirement faire des explorations complémentaires. Ces manifestations atypiques peuvent être digestives ou bien extra-digestives. On revient aux manifestations typiques. On a deux types de manifestations. Le pyrosis, vous avez vu en sémiologie, le pyrosis. Si on a un pyrosis, on peut retenir le diagnostic de reflux gastro-œsophagien sans nécessité de réaliser un examen complémentaire. La deuxième manifestation typique, ce sont les régurgitations acides. Si on a des régurgitations acides, on peut retenir le diagnostic de reflux gastro-œsophagien sans réalisation d'examen complémentaire. Donc, c'est simple, le pyrosis, c'est une douleur à type de brûlure, avec un point de départ au niveau de la région épigastrique ou xiphoïdienne, avec une irradiation ascendante rétrosternale, avec sensation parfois d'un goût acide ou amer. Et ce pyrosis est déclenché surtout par les positions et les postures qui augmentent la pression intra-abdominale, notamment le fait de se pencher en avant. Donc, ça aggrave ou bien ça révèle l'apparition du pyrosis. Les régurgitations acides, c'est une sensation de remontée spontanée, sans effort de mouvement. C'est un phénomène passif, mais non volontaire. C'est remontée de contenu gastrique, généralement acide, vers l'œsophage, voire même la cavité buccale, avec sensation parfois de goût amer ou acide, et qui même caractéristique, il est aggravé ou révélé par les positions et les postures qui augmentent la pression intra-abdominale, notamment le fait de se pencher en avant. Les deux manifestations, pyrosis et régurgitation, si on a ces deux manifestations, on parle d'un syndrome de reflux. Donc, si on a un syndrome de reflux, on peut retenir le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Si on a un pyrosis et ou des régurgitations acides, on retient le diagnostic sans nécessiter des examens complémentaires. Ce syndrome de reflux, ou bien séparément le pyrosis et régurgitation, c'est surtout le syndrome de reflux. C'est un syndrome spécifique, donc on peut retenir, mais il n'est pas sensible. La sensibilité, c'est de l'ordre de 50%. Donc, si on a un syndrome de reflux, ou bien un pyrosis, ou bien une régurgitation, on retient le diagnostic. Si on n'a pas, on n'émet pas le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Le deuxième groupe de manifestations sont les manifestations atypiques. Ces manifestations atypiques peuvent être digestives, c'est n'importe généralement manifestation clinique, mais surtout, on peut avoir des épigastralgies, une sensation de dyspepsie. Dyspepsie, c'est une sensation de gêne, de plénitude, de maldigestion, surtout pendant la période post-prandiale, de vomissement parfois, ok. Ce sont des manifestations digestives qui rappellent d'autres pathologies digestives et non spécifiques de reflux. Donc, si on a ces manifestations digestives atypiques, on ne peut pas retenir le diagnostic de reflux. On va demander des examens complémentaires pour infirmer ou confirmer le diagnostic. Le deuxième groupe de manifestations atypiques, ce sont les manifestations extra-digestives. Ce sont les organes de voisinage de l'œsophage.
La sphère ORL, on peut avoir des laryngites, des angines, des pharyngites, etc. Et généralement, ce sont des patients qui vont consulter d'autres spécialistes, notamment en ORL, après un examen, après des explorations, voire même après plusieurs prescriptions médicales. Ça ne donne rien, il n'y a pas d'amélioration. Donc, le spécialiste en ORL adresse le patient au gastrologue pour suspicion de reflux gastro-œsophagien et va faire le bilan pour infirmer ou confirmer le diagnostic. Et cette relation entre le reflux et les manifestations ORL n'est pas toujours facile à établir. Le deuxième groupe de manifestations extradigestives atypiques, ce sont les manifestations respiratoires. Généralement, une sorte de toux chronique, d'asthme, mais généralement, l'asthme, on n'a pas dans ce cas d'atopie, la survenue à un âge tardif, l'absence d'efficacité de traitement habituel pour l'asthme. Donc, devant ces éléments, le pneumologue va évoquer le diagnostic de reflux et va orienter le patient, généralement après l'échec de traitement, vers un gastro-entérologue. Le troisième groupe de manifestations extradigestives atypiques, ce sont les manifestations cardiaques. Parfois, le patient consulte pour une douleur thoracique type pseudo-angineuse, une douleur pseudo-angineuse, et après un bilan, on n'a rien sur le plan cardiologique, on innocente le cœur, et par la suite, on va évoquer le diagnostic. Mais élément important à retenir, il ne faut jamais, jamais, jamais évoquer le diagnostic de reflux gastro-œsophagien en première intention devant une douleur thoracique avant d'éliminer une cause cardiologique. C'est-à-dire, si on a un sujet qui consulte pour une douleur thoracique, on ne va pas s'amuser pour dire c'est un reflux, on va adresser au gastrologue. Parce que le cœur tue, on peut avoir un infarctus. Donc, jamais d'évoquer le diagnostic de reflux gastro-œsophagien devant des manifestations cardiologiques avant d'éliminer une cause cardiologique. Donc, si on a un sujet qui consulte pour une douleur thoracique, même si on a d'autres manifestations qui peuvent évoquer le diagnostic de reflux gastro-œsophagien, il faut obligatoirement et médico-légalement faire un bilan cardiologique. Nous avons un bilan ECG, bilan biologique, voire même une coronographie, et innocenter le cœur. Si on n'a rien sur le plan cardiologique, dans ce cas, on a la possibilité d'évoquer le diagnostic de reflux gastro-œsophagien, généralement en deuxième intention, si jamais avant d'éliminer une cause cardiologique. On ne va pas jouer avec le cœur parce que si on évoque le reflux, on a le temps pour faire le diagnostic, mais si on passe à côté d'un problème cardiaque, notamment infarctus, la situation peut être dramatique. Donc, pour résumer, les manifestations extra-digestives atypiques sont les manifestations respiratoires, les manifestations orales et les manifestations cardiologiques. Et généralement, pour les manifestations cardiologiques, il ne faut jamais évoquer en première intention le reflux gastro-œsophagien. Donc, il faut éliminer une cause cardiaque. Si on n'a rien sur le plan cardiologique, on a la possibilité d'évoquer un problème de reflux gastro-œsophagien. Donc, généralement, l'examen clinique est pauvre, mais il faut rechercher deux causes. Une cause favorisante, notamment déterminer la recherche de l'obésité, donc il va favoriser certains facteurs de risque de reflux. Et il faut rechercher des signes de gravité. On va voir, est-ce qu'il y a des signes d'alarme, notamment l'amaigrissement, comme par une détermination de BMI, l'indice de masse corporelle, et recherche d'une hémorragie digestive, rechercher 2000 à l'examen. Mais généralement, l'examen est normal. Mais il faut avoir un examen complet pour évaluer deux choses. Un facteur favorisant, notamment de l'obésité, et des signes d'alarme. C'est quoi ces signes d'alarme? Les signes d'alarme, ces signes peuvent modifier la prise en charge de reflux gastro-œsophagien au niveau de la stratégie diagnostique, au niveau des explorations. C'est l'altération de l'état général qu'il faut rechercher, la présence ou non d'une hémorragie digestive à l'interrogatoire et au toucher rectal, la présence ou non de dysphagie à l'interrogatoire,
et la présence d'odynophagie, une douleur qui s'associe à une dysphagie. Donc, on parle d'odynophagie. Donc, si la présence de l'une de ces manifestations, la présence donc pourrait modifier la stratégie diagnostique. Quels sont les examens complémentaires? Donc, si on résume, donc c'est simple. On a une présentation clinique, manifestation typique, pyrosis, régurgitation ou bien l'association syndrome de reflux. Dans ce cas, on retient le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Des manifestations atypiques, ces manifestations peuvent être d'ordre digestif. Vous pensez à n'importe quoi, surtout vomissement, dyspepsie, et des manifestations atypiques extra-digestives, respiratoires, horaires et cardiologiques. Si on a des manifestations typiques ou des manifestations atypiques, on va faire l'examen et finir l'interrogatoire pour rechercher les facteurs de risque qui favorisent le développement de reflux, notamment d'obésité, et surtout rechercher des signes d'alarme qui pourraient modifier la stratégie diagnostique, notamment au niveau de l'indication des examens complémentaires. Ces signes d'alarme sont l'altération de l'état général, la dysphagie, Monsieur, oui. vu la contrainte du temps, monsieur, je vais le deuxième cours une prochaine fois. C'est pas grave, vous avez أنا تو ما يضرنيش الديابورا. S'il vous plaît, répétez la question, j'entends. قلت لك monsieur, vu la contrainte du temps, ما يصيرش نخليو الدوزيام كور une autre fois. نكملوا اليوم ما كانش اللي يرجعوا. Ok, ok. C'est possible, oui. Pour les autres, est-ce que c'est ok ou non? Oui, oui, on est pour. Est-ce qu'il y a une question au niveau de pour la partie clinique? Docteur a des questions. تفضل. كيفاش الرفلو gastro-œsophagien يعمل des signes respiratoires ما فهمتش كيفاش. Il y a deux mécanismes au niveau pour manifestation respiratoire, cardiologique et orale. On a deux mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un mécanisme direct. C'est quoi le reflux sur le plan physiologique? C'est quoi? D'après vous, c'est quoi? Le retour anormal du contenu gastrique dans l'œsophage. Exactement. Donc, si on a le retour anormal du contenu gastrique vers l'œsophage, on a la possibilité de quoi? Le contenu gastrique va passer au niveau de la partie distale de l'œsophage, et par la suite, on peut avoir le passage au niveau de la partie proximale. Oui. Donc, on peut avoir un mécanisme direct de retour de gouttelettes de contenu gastrique vers quoi? Vers la trachée. Il faut se Exactement. Kif, au niveau oral. Donc, c'est le mécanisme direct. D'accord. Donc, le mécanisme, on peut avoir un syndrome de retour anormal du contenu vers l'œsophage et par la suite au niveau de la sphère orale, au niveau du poumon, au niveau des bronches, etc. Donc, on peut avoir des infections à répétition, réactions inflammatoires, etc. C'est le mécanisme direct. Mais aussi, on a un mécanisme indirect. Il va y avoir une stimulation
une stimulation réflexe du système sympathique et parasympathique, et on peut avoir une sorte de bronchospasme réflexe secondaire à irritation locale au niveau de la muqueuse œsophagienne. OK? Oui, Clair? c'est Donc, clair. on a Merci. un mécanisme direct par le retour, comme au niveau de l'œsophage, au niveau de l'aspect oral cardiaque, ou bien un mécanisme réflexe par l'intermédiaire du système sympathique et parasympathique. L'interaction, il va avoir généralement une sorte de bronchospasme, d'où l'apparition des manifestations respiratoires, surtout au mécanisme réflexe. OK? D'accord, c'est clair. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est clair ou non? Les diapos sont visibles pour vous, non? Là? Non. Non. C'est clair. Monsieur, كيفاش يصير الرفلو à l'état physiologique? À l'état physiologique, il est présent généralement après l'alimentation. Il y a passage de contenu alimentaire vers l'œsophage, vers l'estomac de façon normale, vers l'œsophage et par la suite la région cardiaque vers l'estomac. Quelques secondes, le cardiaque reste ouvert. Donc, il y a un retour donc, pendant quelques secondes de contenu gastrique de l'estomac vers l'œsophage, sans manifestation clinique et sans retentissement au niveau de la muqueuse œsophagienne. C'est le reflux physiologique. Et quelques secondes après l'alimentation, il va y avoir le passage de l'alimentation des aliments vers l'œsophage, ouverture du cardiaque, passage vers l'estomac, et par la suite, pendant au maximum 2-3 secondes, le cardiaque reste ouvert, ce qui permet le retour, et par la suite, il va y avoir la fermeture et empêcher le retour. Pendant ces quelques secondes, on a la possibilité de retour physiologique, je répète, sans aucune manifestation ni clinique, ni conséquence au niveau de la muqueuse œsophagienne. C'est clair? Oui, merci. C'est clair ou non? C'est clair. Et pour les diapos sont visibles? Non. Non, ils ne sont pas visibles. Je ne sais pas ce que le problème. دكتور جرب ناحية c'est bon, c'est bon. C'est bon et visible? Ouais. Ils sont visibles. Donc, c'est simple. C'était simple pour la clinique. Donc, on va passer les explorations. Par la suite, on va adapter la stratégie des explorations. Le premier examen qu'on va demander en cas de suspicion de reflux gastro-œsophagien, c'est quoi? C'est l'endoscopie. On va demander une fibroscopie œso-gastro-duodénale. On va voir les indications. OK? À gauche, vous voyez à gauche ou non? Il est visible, les diapos sont visibles ou non? Oui. À gauche. À gauche, on a un aspect endoscopique normal. Ici, c'est une muqueuse œsophagienne d'aspect normal. Vous voyez les structures vasculaires? C'est clair? Oui. Ici, on a une sorte de pli. Vous voyez ces plis? Oui. C'est le cardiaque, c'est la région cardiaque. C'est la contraction de quoi à ce niveau-là? C'est la contraction du sphincter inférieur de l'œsophage. Exactement, c'est la région du sphincter inférieur et l'orifice diaphragmatique. C'est le passage, c'est la transition entre l'œsophage et l'estomac. Donc, c'est l'aspect normal. Si on fait une endoscopie, qu'est-ce qu'on va rechercher? Est-ce qu'on va voir en temps réel le retour anormal ou bien on va voir des conséquences au niveau de la muqueuse œsophagienne? Qu'est-ce qu'on va rechercher? On peut trouver les deux. D'après vous, qu'est-ce qu'on va rechercher? Les conséquences du reflux. Exactement. On ne va pas rechercher le contenu qui va refléter au niveau de l'œsophage. C'est un phénomène transitoire dans le temps. On ne va pas rechercher ça. Est-ce qu'on peut détecter le sphincter qui est relâché, par exemple, ouvert, proprement dit? Et on peut avoir, si on va faire par l'endoscope une stimulation, on va avoir l'ouverture. Mais l'objectif, ce n'est pas de rechercher
une anomalie au niveau des sphincters. On peut rechercher les conséquences de reflux au niveau de la muqueuse œsophagienne. Vous voyez ces lésions au niveau de la muqueuse, vous voyez ou non? Oui. Ici, Oui. un peu rouge-rose. Ce sont des lésions d'œsophagite, ce qu'on appelle des lésions d'œsophagite peptique. Les conséquences de ce matériel qui a reflué au niveau de l'œsophage, il va abraser la muqueuse œsophagienne et on a des conséquences si la muqueuse, vous voyez, ces lésions plus sévères. Donc ici un aspect normal. Ici, ce qu'on appelle des lésions d'œsophagite peptique. Ce sont des lésions spécifiques, voire même pathognomoniques de reflux gastro-œsophagien. Si on a ces lésions à l'endoscopie, on peut retenir le diagnostic de reflux gastro-œsophagien, même en absence des manifestations cliniques. C'est clair ou non? Oui. Donc, l'objectif de l'endoscopie, c'est de rechercher les conséquences du reflux au niveau de la muqueuse œsophagienne, caractérisée par les lésions, ce qu'on appelle d'œsophagite peptique. La présence de lésions d'œsophagite peptique signifie la présence d'un reflux gastro-œsophagien, que ce soit avec ou sans manifestation clinique. C'est pour le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Donc, on a un aspect normal, des lésions peu sévères et par la suite des lésions plus sévères, un ulcère, voire même des lésions sténosantes, conséquence d'un reflux ancien non traité avec l'évolution. Donc, des lésions, on va classer en fonction de la sévérité. On a plusieurs classifications. Un normal, stade 1, voire même stade 4, on a des complications, sténose, ulcère, etc. Vous voyez des lésions minimes, des lésions minimes, des lésions minimes. Ce sont des lésions d'œsophagite peptique très caractéristiques d'un reflux gastro-œsophagien. Des lésions, vous voyez ces lésions aspect, vous retenez surtout œsophagite peptique signifie un reflux gastro-œsophagien. L'endoscopiste, donc, et l'endoscopie, on va rechercher les éléments en faveur de reflux, c'est-à-dire l'œsophagite peptique. On va rechercher des causes favorisant, notamment une hernie hiatale, et l'existence de lésions associées, notamment une lésion au niveau de la muqueuse gastrique ou bien duodénale, et on va voir pourquoi rechercher ces manifestations. Donc, l'endoscopie, c'est le premier examen à demander en cas de suspicion de reflux gastro-œsophagien. C'est un examen qui est spécifique, mais qui, comme le syndrome de reflux, c'est un examen peu sensible. On a la possibilité de trouver ces lésions au niveau de la muqueuse œsophagienne dans l'ordre de 50%. Donc, si on a ces lésions d'œsophagite peptique, on retient le diagnostic. Si on trouve rien, est-ce qu'on élimine le diagnostic ou non? Si l'endoscopie est normale? Non. Non. On n'élimine pas, exactement. Donc, on va revenir à la présence ou non des manifestations cliniques, notamment typiques. C'est clair? Donc, une endoscopie pathologique, on retient. Une endoscopie normale n'élimine pas le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Autrement dit, les lésions de la muqueuse œsophagienne en rapport avec un reflux gastro-œsophagien, ces lésions ne sont pas présentes toujours. Sont présentes un cas sur deux. C'est clair? C'est clair ou non? Oui. 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 Est-ce qu'on va demander une endoscopie automatique, systématique ou non? Si on a un sujet qui consiste avec des manifestations qui évoquent un reflux, est-ce qu'automatiquement on va demander une endoscopie ou non? D'après vous? typique non. إذا typique عندنا diagnostic positif من الكلينيك ما نستحقوش. الكلينيك. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la décision? On a dit qu'il y a 2, 3, 4, 5 facteurs pour la décision. Combien de facteurs? On a les signes d'alarme. Exactement, donc, bravo. Donc, on a dit on va adapter la stratégie en fonction de 3 critères. Le terrain, la présentation clinique, manifestation typique ou atypique, et la présence ou non des signes d'alarme. C'est vrai ou non? Oui.
Oui. Donc, pour l'endoscopie, on va demander pour l'ECG au-delà de 50 ans, même en présence de manifestations typiques. Un CG de 52 ans, ensuite pour pyrosis, est-ce qu'il faut demander une endoscopie ou non? Vous vous souvenez? Oui, Oui. on demande. Pourquoi? Parce que si j'ai âgé, تنجم تكون فما pathologie أخرى, cancer ولا حاجة. Exactement. Dans ce cas, si on a un sujet de 52 ans, consulte pour un pyrosis. L'objectif, c'est de confirmer le diagnostic ou bien autre chose, l'objectif de l'endoscopie. Chercher une maladie sous-jacente. Et bravo, exactement. Donc, si on a un pyrosis, le diagnostic est là. Ça ne pose pas un problème au niveau du diagnostic. Mais si on a le premier facteur, le terrain, un terrain à risque au-delà de 50 ans, donc c'est un terrain à risque de pathologie, notamment tumorale. On peut avoir des manifestations, même typiques, qui cachent une lésion tumorale sous-jacente. Donc, l'objectif de l'endoscopie, ce n'est pas de confirmer, mais c'est pour ne pas passer à côté d'une lésion sous-jacente, notamment tumorale. C'est clair ou non? Oui. Oui. Kip. Si on a un sujet qui consulte pour un pyrosis, l'âge c'est 40 ans. Et on a recherché le troisième facteur, la présence ou non de signes d'alarme. Par exemple, la notion d'un amaigrissement. Est-ce qu'on va demander une endoscopie ou non? Oui. Pyrosis, 40 ans, notion d'un amaigrissement. Est-ce qu'on va demander ou non une endoscopie? Oui, Oui. c'est un signe d'alarme, la maigresse. Exactement. Donc, si on a des manifestations typiques, le problème est résolu. Le diagnostic, il est là. On va demander un examen complémentaire pour ne pas passer à côté d'une autre pathologie, notamment tumorale, si on a un sujet âgé de plus que 50 ans et si on a même un seul facteur, donc si on a des signes de gravité ou bien des signes d'alarme. C'est clair ou non? Oui, c'est clair. C'est clair. La troisième indication, c'est la présence de manifestations atypiques. Donc, c'est clair, on va demander des explorations puisqu'on ne peut pas retenir le diagnostic. Et après, ça ne veut dire pas parmi les objectifs, après l'échec thérapeutique pour voir augmenter les doses et adapter. C'est ça. Mais pour vous, il faut retenir qu'on va demander des examens complémentaires, notamment une endoscopie en première intention, devant 3 situations. Manifestation atypique, automatiquement, c'est une endoscopie. Si j'ai de plus que 50 ans et ou la présence de signes de gravité au-delà. C'est clair, les indications? Oui. C'est clair? Oui, docteur. Pas de questions? Pas de questions? Et je rappelle que l'endoscopie, l'objectif, c'est de rechercher les conséquences au niveau de la muqueuse œsophagienne, c'est-à-dire l'œsophagite hépatique, et par même occasion, rechercher une cause favorisante, notamment une hernie hiatale, et rechercher une lésion associée, notamment en cas de sujet âgé ou bien des signes d'alarme. La deuxième exploration qu'on va proposer éventuellement, c'est la pH-métrie. Vous avez étudié ça en sémiologie, la pH-métrie. C'est ça ou non? Oui, oui. Vous vous rappelez le principe ou non? Oui. Donc, c'est simple. La pH-métrie, l'endoscopie, comment dire dans le temps? Combien de temps dire l'endoscopie? Si on réalise une endoscopie, il faut combien de temps? 30 minutes. En moyenne, quelques minutes. OK? Pour la pH-métrie, c'est un enregistrement prolongé dans le temps. On fait des enregistrements de 24 heures en conditions physiologiques. Le principe est simple. On va une sorte de cathéter par voie nasale. L'extrémité de ce cathéter est menée par un détecteur de variation de pH placé au-dessus de la région cardiaque, c'est-à-dire au niveau de l'œsophage distal,
Au niveau de l'œsophage, on a un pH de quoi? Au niveau de l'œsophage, pH, c'est approximativement combien? Neutre, normalement. Neutre, c'est 7 en moyenne. Au niveau de l'estomac, Acide. acide. Donc, si on a un retour du contenu gastrique vers l'œsophage, qu'est-ce qu'il va y avoir? La détection, on a une sorte de capteur de variation du pH. Donc, il va avoir initialement un pH acide. Pendant l'épisode de reflux, il va y avoir une chute du pH qui va être détectée par l'extrémité de ce cathéter. C'est simple le principe. C'est clair ou non? Oui, docteur. Donc, on va placer une sorte de sonde par voie nasale. L'extrémité est placée au niveau juste au-dessus du cardiaque. Et on va faire des enregistrements de 24 heures. On s'alimente, on joue, on travaille, on étudie, on dort, etc. On fait des enregistrements de 24 heures. Et pendant l'enregistrement, il va y avoir la détection au niveau de cassette, une sorte de boîtier qui va déterminer l'enregistrement. Par la suite, on va prendre l'enregistrement, analyser sur le plan informatique. On peut réaliser même pour les enfants, donc c'est simple. Même pour les enfants, on peut faire des enregistrements. Et sur le plan technique, c'est simple. Donc, branchement par voie nasale avec relié une sorte de boîtier pour stocker l'information qui va être traitée par la suite sur le plan informatique. Qu'est-ce qu'on va avoir après 24 heures? Donc, on va retirer l'enregistrement, on va analyser. Donc, c'est simple. Vous voyez en haut et à gauche, l'enregistrement, vous avez un tracé aux sortes de pH 7-8. Vous voyez ça? Par la suite, on a une sorte de chute du pH au-dessous de 4. Donc, c'est la conséquence, c'est un épisode de quoi? Reflux. De reflux, exactement. Donc, retour à normal, par la suite, une chute, une sorte d'épisode de reflux, etc. Vous vous souvenez? Donc, est-ce que vous pouvez poser des questions à ce niveau-là, au niveau de l'interprétation de l'enregistrement? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair ou on peut critiquer de tel enregistrement ou discuter? Oh, c'est clair, docteur. Non, ça pose un problème. Monsieur كان واحد يشرب jus d'orange مثلا نهارتها يا اخي ça peut pas fausser. Là, ça ne peut pas passer. Vous approchez d'une idée que je vais essayer de passer. Donc, on peut discuter l'épisode de tel épisode. Est-ce que c'est un épisode physiologique ou bien pathologique? On a dit la possibilité d'avoir un reflux physiologique. C'est clair ou non? Oui. Donc, on peut poser des questions à ce niveau. Est-ce que ce sont des épisodes de reflux pathologiques ou bien physiologiques? Puisqu'on a parlé au niveau de la définition, on peut avoir des épisodes de reflux physiologiques. Ma fille, c'est facile de les repérer, les épisodes physiologiques. Comment on peut repérer? C'est un post-prandial ou qui ne dure pas dans le temps, asymptomatique. Exactement. C'est surtout ne dure pas dans le temps. Et essentiellement pendant la période post-prandiale. Donc, l'interprétation, on va intégrer la durée. Vous voyez au-dessous? Vous voyez ça? Ça pourrait être un épisode de reflux physiologique. Mais si on suit, donc on a une chute qui persiste dans le temps. Donc, c'est certainement un reflux pathologique. Donc, sur le plan interprétation, on va prendre le nombre des épisodes par 24 heures, l'intervalle entre les épisodes et la durée de chaque épisode. Et par la suite, on a des scores à calculer et on a des indices qu'on va retenir. C'est un peu compliqué, mais l'essentiel, vous comprenez le principe, c'est largement suffisant. Mais ce n'est pas aussi simple. Donc, on va interpréter essentiellement le nombre, effectivement, bravo, et surtout la durée de chaque épisode au-dessous de pH 4 pour retenir par la suite la présence ou non des manifestations en rapport avec le reflux, notamment surtout en cas de manifestations
atypiques, manifestations orales, et les choses ne sont pas toujours faciles. Donc, c'était pour la pH-métrie. Donc, nouvelle technologie pour la pH-métrie standard. On a une sorte de fil qui va être fixé. Elle est parfois mal tolérée ou non acceptée par le patient. Actuellement, on a une nouvelle technologie, ce qu'on appelle capsule de Bravo, une sorte de capsule qui va être fixée au niveau de l'œsophage par voie endoscopique, sans fil, comme le Wi-Fi, une sorte de capteur de pH, une sorte de génie qui va être fixé par voie endoscopique au niveau juste au-dessus du cardia, au niveau de l'œsophage, 3 à 4 cm au-dessus du cardia. Et il va détecter la variation de pH sans l'intermédiaire, c'est sans fil. Le principe est sans fil. Dans ce cas, on peut faire des enregistrements même de 3, voire même 4 jours pour mieux détecter parfois des situations difficiles. Vous voyez un système de fixation. Donc, on va fixer par voie endoscopique et par la suite, à partir de 7-8 jours, elle va être détachée spontanément, il va être éliminé spontanément sans incident. Donc, on avait l'endoscopie, on avait la pH-métrie, c'est un détecteur de variation de pH, mais actuellement, on a des situations parfois difficiles, d'où le développement de nouvelles technologies pour la détection de ces épisodes de reflux. Ce n'est pas toujours acide le reflux, je n'ai pas compliqué au niveau, donner d'autres éléments pour compliquer la situation au niveau de la physiopathologie. N'est pas toujours acide à 100% le reflux. On a des situations de reflux même non acide ou même un reflux gazeux, surtout non acide, un reflux alcalin, notamment après une chirurgie de l'estomac et une chirurgie biliaire, on peut avoir un reflux biliaire et non détecté par la pH-métrie. D'où l'intérêt de cette nouvelle technologie, ce qu'on appelle l'impédance sous-métrie. Même principe, mais à l'extrémité du cathéter qu'on va placer, on a un cathéter au niveau de la pH-métrie, c'est un détecteur de variation de pH. Ici, on a un cathéter pour détecter la conductivité électrique. On va placer une sonde avec 2 électrodes et on va analyser le contenu entre ces 2 électrodes. Si on a du liquide entre ces 2 électrodes, ça conduit bien le courant, on a le liquide. Oui. Entre 2 électrodes, on a du liquide. Ça conduit le courant, non? Oui. Effectivement. Donc, on va calculer l'impédance. C'est l'inverse de la conductivité. Donc, c'est conduit. Donc, l'impédance chute ou augmente? Chute. Chute, effectivement. Donc, si on a des liquides entre ces 2 électrodes, on a un produit qui conduit le courant et inversement, on a une chute de l'impédance. Donc, on va analyser l'impédance. Si on a du gaz, est-ce que le gaz conduit bien le courant ou non? Non. Si on a du gaz entre ces 2 électrodes, est-ce qu'on a une bonne conductivité ou bien une mauvaise conductivité? Mauvaise. Effectivement. Donc, une mauvaise conductivité, donc l'impédance va augmenter ou bien va chuter? Augmenter. Elle va augmenter, exactement. Donc, à partir de ce principe, donc, on va analyser le contenu de l'œsophage au moment de l'épisode du reflux. Donc, si on a un contenu liquidien, donc on a une augmentation de la conductivité et inversement une chute de l'impédance. Si on a un contenu gazeux, donc on a une diminution de la conductivité et une augmentation de l'impédance. C'est compliqué, mais on va donner des présentations schématiques pour simplifier. Donc, c'est simple. Bolus liquidien, donc on a une chute de l'impédance. Bolus gazeux, donc on a une augmentation de l'impédance. C'est clair? Oui. Oui. Donc, pour simplifier encore plus, actuellement, on ne va pas faire une pH-métrie si on n'a pas de réponse au problème, on va compléter par l'impédance. Non, actuellement, sur le plan technologique, on a les 2 examens en même temps, même appareil, on a un détecteur de pH
et on a un détecteur de variation de l'épendance et par conséquent, on va résoudre définitivement en un seul examen le problème pour le patient. Donc, si on a en police liquidien acide, on a une présentation schématique. En haut, c'est les données de l'impédance et en bas, ce sont les données de la pH-métrie. C'est simple. Donc, on a un reflux liquide. On a une augmentation de l'impédance ou bien une chute. Reflux liquide. Chute. Chute. Vous voyez, on a une chute de l'impédance. Donc, si on voit uniquement l'impédance, on a un matériel de reflux liquidien. Mais on ne connaît pas est-ce que c'est un reflux liquidien acide ou non acide. Donc, on va voir en même temps le pH. On a une chute de pH. Donc, c'est un reflux Acide. liquidien acide. Si on va par la suite, on a une chute de l'impédance. Est-ce que c'est un reflux liquidien ou gazeux? Liquidien. Liquidien. On voit le pH. Il n'y a pas de variation de pH. Donc, c'est un reflux liquidien non acide. C'est clair ou non? Vous suivez ou non? Oui, c'est clair. Donc, on voit l'autre tracé, le dernier, donc une augmentation de l'impédance. C'est un reflux Gazeux. gazeux. Si on voit le pH, généralement, c'est un reflux non acide. Donc, on peut définitivement classer le patient reflux liquidien acide, reflux liquidien non acide et reflux gazeux. Et on a bien une stratégie de prise en charge diagnostique, éventuellement thérapeutique. C'est clair? C'est clair? Oui, c'est Donc, c'est simple. L'endoscopie, on va rechercher des lésions d'œsophagie. La pH-métrie, on va rechercher la présence ou non de reflux acide. Et on va coupler à la pH-métrie pour classer entre reflux liquidien et reflux gazeux. Et en même temps, on va voir la pH-métrie pour classer entre reflux liquidien acide, reflux liquidien non acide et reflux gazeux. C'est simple. Les autres explorations, vous oubliez la manométrie, la scintigraphie, etc. Ils n'ont plus de place sauf dans le cadre de prise en charge thérapeutique, généralement dans le cadre des formes compliquées ou bien dans le cadre du bilan préopératoire. On va demander un transit œsogastro-duodénal, la recherche surtout d'une sténose, la manométrie, la recherche d'un trouble moteur, etc. Mais pour le diagnostic, vous retenez l'endoscopie et la pH impédentiométrie. Comment on va établir la stratégie? C'est l'essentiel de cette présentation. Donc, on va voir la présentation clinique. Essayez de se concentrer. Donc, on a des manifestations cliniques typiques. Le patient va consulter, par exemple, pour un pyrosis. Est-ce qu'on retient le diagnostic ou non? Oui. Oui. Donc, on va poser en deuxième lieu une question. Est-ce qu'il faut demander des examens complémentaires, notamment une endoscopie ou non? C'est ça ou non? Oui. Quels sont les deux autres facteurs pour la décision? Là, j'ai les signes Des signes d'alarme. d'alarme. Et le terrain. Donc, si on a un sujet jeune, sans signe d'alarme, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Rien, bravo. Donc, on va retenir le diagnostic. C'est clair? Manifestation typique, pas de signe d'alarme, et un sujet relativement jeune, moins de 50 ans, pas d'indication d'exploration. On va prescrire le traitement sans aucune exploration. C'est clair? Oui. Oui. On a même présentation chez un sujet relativement âgé et ou, c'est pas ou bien uniquement et. Donc, la présence d'un seul facteur, sujet âgé ou la présence de signes d'alarme, évidemment et. Si les deux signes sont, si les deux facteurs à risque sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Est-ce qu'on retient le diagnostic ou non? Oui. On demande une endoscopie. Est-ce qu'on complète par d'autres explorations ou non? Oui. Quels sont les objectifs des autres explorations? Des autres lésions associées. Exactement, bravo. Donc, manifestation clinique typique, le diagnostic est là, elle ne pose aucun problème.
la décision diagnostique est claire, mais la hantise pour les médecins, c'est de ne pas passer à côté d'une lésion, notamment sévère, sous-jacente. Dans ce cas, on va rechercher le terrain et la présence de facteurs de risque. Dans ce cas, on va demander, est-ce qu'on va demander une endoscopie ou une pH-métrie ou bien coupler pH en pitonsitométrie? Endoscopie. Évidemment, Oui. on va Endoscopie. demander. Endoscopie de première intention. Et on s'arrête à ce niveau-là. Si on trouve des lésions d'œsophagite, ça conforte le diagnostic. Si l'endoscopie est normale, est-ce qu'on retient le diagnostic ou non? Si on a fait une endoscopie, on trouve une endoscopie normale. Est-ce qu'on retient le diagnostic de reflux ou non? Oui, خاطر déjà symptomatique هو. Exactement, bravo. Donc, dans ce cas, si on a des lésions d'œsophagite, ça conforte le diagnostic. Si l'endoscopie est normale, le diagnostic est établi à l'étape clinique et il faut rechercher dans ce cas, à l'endoscopie plutôt, la présence ou non de lésions d'œsophagite. Et si l'endoscopie est normale, c'est bien pour le patient, on n'a pas de lésions sous-jacentes, notamment témorales, et on est tranquille, on va prescrire évidemment un traitement pour le diagnostic de reflux. C'est clair? C'était clair? C'est clair? Oui, docteur. La deuxième situation, c'est la présence de manifestations atypiques. Est-ce qu'on peut retenir le diagnostic ou non? Non. Non, Non. il faut demander des explorations. La première exploration, qu'est-ce qu'on va demander? Fibroscopie. À la recherche de quoi? Des lésions Lésions. œsophagites. Peptiques. Donc, bravo. Vous voyez donc, manifestation atypique, endoscopie, présence de lésions d'œsophagite, le diagnostic est retenu. Endoscopie normale, qu'est-ce qu'on va demander? Donc, manifestation atypique avec une endoscopie normale. Est-ce qu'on retient le diagnostic de reflux ou non? Non. Non, Non, effectivement. Qu'est-ce qu'on va demander? pH métrie. pH, impédance cytométrie. Pour certains, ils donnent devant la facilité d'accès au traitement ce qu'on appelle un test thérapeutique. On va donner un traitement pendant une courte durée et voir l'évolution des symptômes. Si on a disparition des manifestations, on retient les diagnostics. Si on n'a pas, mais actuellement, il faut demander devant le développement technologique, il faut demander une pH impédance cytométrie. Donc, si on résume, donc, manifestation atypique, il faut demander une endoscopie. Si on a des lésions d'œsophagite, donc on va retenir le diagnostic. Si l'endoscopie est normale, on va demander une pH impédance-métrie. C'est clair? Oui. docteur, Est-ce qu'il y a des questions? juste عندي question. وقت قلت كان لقينا في الدوزيام كات فيغور كان لقينا الفيبروسكوبي نورمال. يا أخي Ouais. قلت on demande une impédance pH métrie. Les deux à la fois معناتها طول Bon, sur le plan technologique, j'ai bien insisté sur ce problème technique. Donc, actuellement, sur le plan technologique, on a, sur le plan technologique, l'appareil contient à la fois un détecteur de pH et un détecteur de l'impédance. Donc, on va faire une pH impédance cytométrie en même temps. Il y a quelques années, on a uniquement la pH métrie, on fait la pH métrie. Et par la suite, si elle est normale, on discute l'impédance cytométrie. Mais actuellement, on demande d'emblée une pH impédance cytométrie. Si on n'a pas la possibilité de faire une pH impédance cytométrie dans un seul examen, on fait une pH métrie, si elle est normale, on passe à l'impédance cytométrie. D'accord, merci. C'est clair? Docteur, Oui. docteur, pourquoi on n'a pas fait un bilan cardiaque devant des symptômes cliniques atypiques? On ne discute pas cette situation. On a dit manifestation clinique, on a éliminé avant de penser au diagnostic. Avant de penser au diagnostic de reflux, il ne faut jamais évoquer le diagnostic de reflux devant des manifestations cardiaques. Il faut fermer ce chapitre de cardiologie avant d'évoquer même le diagnostic. Si on a un sujet qui consiste pour une douleur thoracique, il ne faut pas s'amuser. Oubliez le reflux. On fait le bilan cardiologique. Bilan cardiologique négatif. Dans ce cas, on va évoquer le diagnostic de reflux. C'est clair? Oui, docteur.
Donc, le chapitre de problèmes cardiologiques est fermé. Le bilan est déjà réalisé. On a évoqué le diagnostic de reflux devant la présence de manifestations cardiologiques après avoir éliminé avec un bilan exhaustif une cohorte cardiaque. Il ne faut même pas évoquer le diagnostic. Il ne faut même pas y penser sans passer par le cardiologue. Le patient a passé par le cardiologue, il a fait le bilan, il n'a rien trouvé. C'est le cardiologue qui va adresser au spécialiste en gastro-entérologie. Il ne faut jamais accepter un patient sans bilan cardiologique pour suspicion de reflux gastro-œsophagien. C'est clair? Oui, docteur, merci. Donc, cette rubrique, c'est après avoir éliminé une cause cardiologique. Dans ce cas, on peut évoquer le diagnostic. Il ne faut jamais, je répète, penser, oublier le chapitre de gastro au début. Au début, il faut penser en cardiologue, il faut penser au bilan cardiologique. S'il est négatif, dans ce cas, on peut penser à un problème digestif. C'est bon? C'est bon? Oui, docteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, on va passer aux complications, c'est simple. Je vais passer rapidement. La première complication, c'est quoi, d'après vous? Quelles sont les complications possibles? La sténose. La sténose. Hémorragie. Donc, on a des lésions inflammatoires, érosion non traitées ou maltraitées. Ça va évoluer vers l'inflammation, la fibrose, etc. et sténose. Quoi d'autre? La sténose. Hémorragie. Cancérisation. Hémorragie, bravo. Donc, hémorragie, ça peut saigner. Donc, mais généralement, c'est une hémorragie de faible abondance. Donc, sténose, hémorragie, troisième complication. Donc, la sténose, on a rétrécissement de la lumière œsophagienne. Donc, si on fait une opacification digestive en transit œsophagien, vous voyez la sténose. Et le motif de consultation dans ce cas, c'est quoi? Dysphagie. Dysphagie. Donc, dans la dysphagie, comme préparation pour le prochain cours, donc il faut rechercher une histoire de RGO. RGO, effectivement. Donc, la troisième complication, c'est quoi? Cancérisation. Cancérisation, effectivement, par le passage, par l'étape, vous avez étudié en anapathe, quelles sont l'évolution, métaplasie, vous vous rappelez, c'est quoi métaplasie? Dysplasie. Changement de la muqueuse malpighienne en revêtement cylindrique, je pense. Effectivement, intestinal, bravo. Donc, c'est le changement de l'épithélium au niveau de l'œsophage. C'est l'épithélium sorte, comme vous avez dit, vers un épithélium de type intestinal, donc ce qu'on appelle endobrachiosophage. Et c'est une lésion prénéoplasique et un risque augmenté de dégénérescence. Donc, par le passage par l'intermédiaire de métaplasie endobrachiosophage, vers le risque de cancer. De quel type cancer? De quel type? Adénocarcinome. Effectivement. Donc, on a deux types, carcinome épidermoïde ou bien un cancer de type adénocarcinome. Au niveau de reflux gastro-œsophagien, donc c'est un risque d'adénocarcinome et multiplié de risque par 30. Donc, ce n'est pas un carcinome épidermoïde, puisqu'on a une métaplasie vers l'épithélium de type intestinal, donc risque d'adénocarcinome et non pas carcinome épidermoïde. On va voir au cours de la calasie, c'est plutôt un risque de carcinome épidermoïde. Donc, les quatre complications, l'hémorragie, la sténose, l'endobrachiosophage, appelé aussi oesophage de Barrett, c'est kiff endobrachiosophage ou oesophage de Barrett, et un risque majeur de carcinome type adénocarcinome. Essentiellement, donc, par le passage métaplasie, dysplasie de bas au grade, par la suite un adénocarcinome. Juste une idée, est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'il y a des questions ou non? Pas de questions? Oui, c'était clair. Donc, juste principe de traitement, c'est simple. Ça ne figure pas parmi les objectifs. Juste, donc, en dehors des règles hygiéno-diététiques, donc on a généralement, si on a un sujet obèse, il faut qu'il perde de poids. C'est donc généralement ça, une mesure hygiéno-diététique. Et le traitement, ce sont des antisécrétoires. Ce sont des molécules très efficaces, faciles et bien tolérées, comme pour l'ulcère. Le traitement de l'ulcère, c'est prescriptif. Et le traitement, essentiellement, il y a quelques années, le traitement, ça pourrait être chirurgical, mais actuellement, le traitement de reflux gastro-œsophagien, c'est un traitement médical dans plus que 90%. Dans des situations en échec de traitement médical, notamment en cas de nécessité d'un traitement prolongé, voire même un traitement au long cours. Donc, on va discuter un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, c'est une sorte de reconfection de la région hiatale. On va essayer de renforcer la région cardiaque, ce sphincter inférieur défaillant par une sorte de valve, ce qu'on appelle valve anti-reflux. Et pour les formes compliquées, on peut faire une dilatation pour les sténoses, on peut arrêter le saignement par l'hémostase endoscopique. Généralement, ce sont les moyens thérapeutiques. Donc, si on résume, c'est simple. Le reflux, c'est un phénomène physiologique, essentiellement pendant la période postprandiale. Si on a des manifestations cliniques ou bien des lésions d'œsophagite peptique, dans ce cas, on parle de reflux œsophagien, pathologique. L'élément physiopathologique essentiel, c'est une altération du sphincter inférieur de l'œsophage avec d'autres facteurs, notamment l'obésité. Le diagnostic clinique est essentiellement la place des explorations, des examens complémentaires est bien stratifiée. Donc, sur le plan fonctionnel, on a des manifestations typiques, pyrosis, regurgitation ou bien syndrome de reflux. Dans ce cas, on peut retenir le diagnostic. Manifestations atypiques, ça peut être une manifestation digestive ou bien extra-digestive, ORL, respiratoire, cardiologique. Surtout pour la cardiologie, il ne faut jamais penser à un reflux avant d'éliminer une cause cardiologique, avant de penser à un reflux. Donc, il faut s'assurer que le corps n'est rien au niveau de pathologie cardiaque. Dans ce cas, on peut évoquer le diagnostic de reflux. Il faut évaluer, sur le plan examen clinique, la présence ou non des signes d'alarme ou de gravité et évaluer le terrain. À partir de ces trois facteurs de risque, signes d'alarme, sujet âgé ou non et la présentation clinique, on va demander des explorations ou non des examens complémentaires. Les examens complémentaires disponibles, le premier examen qu'il faut demander, c'est l'endoscopie à la recherche d'œsophagite peptique. Présence d'œsophagite peptique, le diagnostic est retenu. Absence endoscopie normale, ça élimine pas le diagnostic de reflux. Il faut revenir à la présentation clinique. Le deuxième groupe des explorations complémentaires, c'est la pH-métrie ou bien la pH impédance-cytométrie pour classer le sujet. Est-ce qu'un reflux liquide acide, reflux liquide non acide ou reflux gazeux? C'est simple. Sujet qui se présente pour des manifestations cliniques typiques. On va voir la présence ou non des facteurs de risque et le terrain. Sujet jeune, sans facteur de risque, sans signe d'alarme, rien à faire. Sujet âgé, haut et présence de facteurs de risque ou de signes d'alarme, il faut demander une endoscopie pour rechercher des lésions sous-jacentes. Manifestation atypique, il faut demander une endoscopie. La présence de lésions d'œsophagite conforte le diagnostic de reflux. Une endoscopie normale, on va demander une pH impédance-cytométrie. C'est simple. Pour l'évolution, en l'absence de traitement, 4 complications: hémorragie, sténose, endobrachique, œsophage et adénocarcinome. C'est essentiellement, c'est l'essentiel qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, docteur, c'était clair. Merci. De rien. Donc, on va reporter le cours pour la dysphagie en fonction de la disponibilité. OK? C'est bon. Merci, docteur. Merci. Merci. De rien.